Imaginez que vous tendez la main pour toucher un mur devant vous. Votre main s'arrête net. Vous ressentez la solidité, la résistance de la matière. Cela semble évident, n'en sort pas. Mais que diriez-vous si je vous révélais que votre main ne touche jamais vraiment le mur, qu'au niveau quantique, un abîme de vide sépare les atomes de votre peau des atomes du mur? Ce que vous percevez comme un contact n'est en réalité qu'une danse de forces électromagnétiques qui se repoussent mutuellement. Plus encore, les particules qui composent tout ce qui vous entoure peuvent tout simplement refuser d'interagir entre elles, comme des fantômes traversant un brouillard. Bienvenue dans le monde de la mécanique quantique, où la réalité joue selon des règles qui défient tout ce que vous teniez pour vrai. Ici, les particules peuvent s'ignorer, franchir des barrières impénétrables et exister dans plusieurs états à la fois, sans jamais entrer en interaction. Ce n'est ni de la science-fiction, ni une abstraction philosophique. C'est la réalité confirmée de notre univers. Un monde qui existe au-delà de nos sens, mais qui détermine chaque instant de notre existence. Aujourd'hui, vous embarquez pour un voyage qui changera à jamais votre perception de la matière, de l'espace et de la nature même de la réalité. Avant de plonger plus profondément dans ce mystérieux univers quantique, je vous invite à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne Observateur Quantique pour continuer ensemble à dévoiler les mystères de l'univers cachés à l'œil nu. Chaque vidéo est une nouvelle découverte, une nouvelle façon de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Et écrivez dans les commentaires depuis quel coin du monde vous rejoignez notre voyage quantique. Votre participation rend cette exploration encore plus significative, car nous sommes tous des observateurs influençant la trame même de la réalité. Revenons maintenant à notre paradoxe. En physique classique, celle qu'on apprend à l'école, tout est prévisible et logique. Quand deux objets se rencontrent, ils interagissent. Une boule de billard en percute une autre, et celle-ci part dans une direction prévisible. Un aimant attire le fer, la gravité fait tomber la pomme au sol. Chaque action a une réaction. Chaque cause engendre une conséquence. Le monde de la physique classique est un monde de chaînes causales, où l'interaction est l'inévitable résultat de la présence de matière dans l'espace. Mais la mécanique quantique brise cette image confortable dès ses fondations. Au niveau des atomes et des particules subatomiques, les règles du jeu changent radicalement. Ici, les particules peuvent exister sans exercer la moindre influence l'une sur l'autre. Elles peuvent occuper le même espace, se traverser comme si l'une d'elles n'existait pas dans cette réalité. Un électron peut se trouver à côté d'un autre électron et se comporter comme s'il était absolument seul dans l'univers. Ce n'est pas une simple bizarrerie mathématique ou une abstraction théorique. C'est un fait expérimentalement prouvé, confirmé par des milliers d'expériences dans des laboratoires du monde entier. Et cette propriété du monde quantique n'est pas une exception ou une rareté. C'est la norme. Un principe fondamental de l'existence de la matière à son niveau le plus profond. Pourquoi ne voyons-nous pas cela dans la vie quotidienne? Pourquoi les murs restent-ils solides et les objets ne traversent-ils pas les uns les autres? La réponse réside dans un phénomène que les physiciens appellent la décohérence. Quand des trillions de particules quantiques s'assemblent pour former des objets macroscopiques, leurs propriétés quantiques s'annulent en quelque sorte, créant l'illusion d'un comportement classique. Mais c'est précisément une illusion, un effet statistique d'un nombre immense d'événements quantiques se produisant simultanément. Au niveau fondamental, chaque particule de votre corps participe en ce moment même à cette incroyable danse quantique, où l'interaction n'est pas une certitude, mais une simple possibilité parmi un océan de probabilités quantiques. Considérons l'un des exemples les plus frappants de ce phénomène. Imaginez un électron se déplaçant à travers un réseau cristallin dans un métal. En physique classique, cet électron entrerait constamment en collision avec les atomes du réseau, perdant de l'énergie à chaque choc. Mais en réalité, les électrons dans les conducteurs se déplacent presque librement, comme si le réseau était transparent pour eux. Comment est-ce possible? Parce que dans le monde quantique,
L'électron n'est pas une petite boule, mais une onde de probabilité étalée dans l'espace. Cette onde peut traverser les atomes du réseau sans interagir avec eux, grâce à un phénomène connu sous le nom d'interférence quantique. L'électron utilise littéralement tous les chemins possibles en même temps, et l'interférence de ces chemins le fait avancer comme s'il n'y avait aucun obstacle. Mais ce n'est que le début d'une histoire encore plus surprenante. Il existe un principe encore plus fondamental de la mécanique quantique qui détermine quand les particules peuvent ou non interagir. Ce principe, découvert par le physicien autrichien Wolfgang Pauli en 1925, affirme que deux particules identiques d'un certain type ne peuvent pas occuper le même état quantique en même temps. Cela semble technique et abstrait, mais les conséquences de cette règle simple sont stupéfiantes. C'est grâce au principe de Pauli que la matière ne s'effondre pas en un point. Les atomes ont une structure et la chimie est possible. Sans ce principe, tous les électrons d'un atome tomberaient sur le niveau énergétique le plus bas. Et l'univers tel que nous le connaissons ne pourrait tout simplement pas exister. Le principe de Pauli force les électrons dans les atomes à occuper des orbitales différentes, créant une structure complexe d'enveloppe électronique. Ces électrons refusent littéralement d'interagir les uns avec les autres d'une certaine manière, maintenant une distance. Pas à cause de forces répulsives, mais à cause d'une interdiction fondamentale au niveau quantique. Ce n'est pas une force physique au sens classique. C'est une propriété de la nature même des particules quantiques identiques. On pourrait dire que les électrons s'ignorent, non pas parce qu'une force agit entre eux, mais parce que les lois de la mécanique quantique ne leur permettent tout simplement pas d'occuper le même état. C'est un refus d'interaction, inscrit dans la structure même de la réalité. Pensez maintenant à un phénomène encore plus exotique, l'effet tunnel quantique. Imaginez une particule face à une barrière énergétique insurmontable. En physique classique, si la particule n'a pas assez d'énergie pour franchir la barrière, elle rebondit et revient en arrière. C'est aussi évident que l'impossibilité pour un humain de traverser un mur sans avoir la force de le détruire. Mais dans le monde quantique, la particule peut simplement apparaître de l'autre côté de la barrière, comme si elle s'y était téléportée. Et le plus surprenant, c'est que lors de ce passage, la particule n'interagit pas avec la barrière elle-même. Elle ne la traverse pas au sens classique, ne perce pas de trou, ne dépense pas d'énergie pour surmonter la résistance. Elle se trouve simplement là, de l'autre côté, grâce à la nature quantique de son existence. Cet effet n'est pas une simple bizarrerie théorique. Il est à la base du fonctionnement des ordinateurs modernes où les électrons tunnellent à travers des couches isolantes ultra fines dans les transistors. Il explique comment la fusion nucléaire se produit dans les cœurs des étoiles où les protons tunnellent à travers la barrière électrostatique de répulsion pour fusionner. Sans effet tunnel quantique, le Soleil ne pourrait pas briller, la vie sur Terre ne pourrait pas exister. Chaque photon de lumière solaire qui réchauffe votre visage existe grâce à ce paradoxe quantique de non-interaction, où les particules traversent des barrières infranchissables sans les toucher. Et c'est là que nous abordons le paradoxe le plus profond. Si les particules peuvent ne pas interagir, traverser des barrières et s'ignorer, qu'est-ce que la matière en réalité? Peut-être que la solidité et la réalité du monde qui nous entoure ne sont qu'une illusion collective, issue de milliards de fantômes quantiques dont la plupart existent dans un état de quasi-non-interaction. La physique classique nous a appris que la matière est dense, tangible, réelle, mais la mécanique quantique nous révèle la vérité. La matière est principalement un espace vide, peuplé de motifs énergétiques qui, dans certaines conditions, décident d'interagir. Rappelez-vous ce moment où vous avez tendu la main vers le mur au début de notre voyage. Vous savez maintenant ce qui se passait vraiment. Les électrons des atomes de votre peau et ceux des atomes du mur ne se sont jamais touchés. Ils se sont repoussés à distance grâce à la force électromagnétique, mais à un niveau encore plus profond. Ils suivaient le principe de Pauli.
refusant d'occuper le même état quantique. Entre eux existait un espace infinitésimal, mais réel, rempli non de matière, mais de possibilités d'interaction. Ce que vous avez perçu comme un contact solide n'était que la manifestation d'une danse quantique de non-interaction, jouée à un niveau inaccessible à nos sens. Cette compréhension ouvre une nouvelle perspective sur la nature de la réalité. L'univers n'est pas une machine où tout est rigoureusement lié par des relations de cause à effet. Il ressemble davantage à un océan de possibilités quantiques où l'interaction est l'exception plutôt que la règle. Le résultat de conditions particulières et de hasard. La plupart du temps, les particules qui composent notre réalité existent dans un état de superposition quantique, où elles interagissent et n'interagissent pas en même temps, sont présentes et absentes, réelles et irréelles. Et ce n'est que lorsque nous essayons d'observer, de mesurer ou de fixer ces particules d'une quelconque manière qu'elles choisissent un mode d'existence parmi de nombreux possibles. Le plus surprenant dans tout cela, c'est que vous faites partie de cette danse quantique. Chaque atome de votre corps, chaque molécule, chaque cellule existe grâce à un équilibre subtil entre interaction et non-interaction au niveau quantique. Les liaisons chimiques qui maintiennent vos molécules ensemble fonctionnent grâce à des effets quantiques, où les électrons appartiennent simultanément à plusieurs atomes sans être pleinement dans aucun. Votre conscience, vos pensées, vos souvenirs. Tout cela émerge de processus quantiques incroyablement complexes dans les neurones de votre cerveau, où les particules équilibrent constamment interaction et non-interaction. Et maintenant, lorsque vous regardez le monde autour de vous, vous le voyez différemment. Ce qui semblait solide se révèle presque vide. Ce qui semblait simple et compréhensible s'ouvre comme une danse quantique infiniment complexe. Vous ne pouvez plus percevoir la réalité comme une évidence. Vous comprenez maintenant qu'elle est constamment créée et recréée au niveau quantique, où les particules décident d'interagir ou de rester des observateurs fantomatiques dans ce drame cosmique. Bienvenue dans la véritable nature de l'univers, où la non-interaction est aussi fondamentale que l'interaction, où l'absence est aussi réelle que la présence, où le vide est aussi significatif que la matière. Et si je vous disais qu'en ce moment même, des particules de votre corps traversent des barrières impénétrables comme des fantômes à travers des murs, que les électrons de vos cellules réalisent régulièrement l'impossible, se téléportant à travers des barrières énergétiques qui auraient dû les arrêter pour toujours. Ce n'est pas une métaphore, pas une image poétique. C'est la vérité littérale du monde quantique. Un phénomène si étrange et contre-intuitif que même les grands physiciens du 20e siècle refusaient d'y croire, jusqu'à ce que les expériences ne leur laissent plus le choix. Bienvenue dans le monde de l'effet tunnel quantique, où les lois de la physique classique s'effondrent face à la réalité quantique. Imaginez un prisonnier dans une forteresse médiévale entouré de murs de plusieurs mètres d'épaisseur en pierre massive. Dans le monde classique, ce prisonnier n'a que deux options, trouver une porte et la franchir, ou détruire le mur d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de troisième voie. Mais dans le monde quantique, il existe une troisième option, totalement incroyable. Le prisonnier peut simplement se retrouver de l'autre côté du mur, sans passer par la porte ni détruire la pierre. Il ne traverse pas le mur au sens littéral, ne se téléporte pas, n'utilise pas une force magique. Il se manifeste simplement là, derrière le mur, grâce à une propriété fondamentale de la réalité quantique appelée effet tunnel. Comment est-ce possible? Pour le comprendre, nous devons nous rappeler l'un des principes les plus mystérieux de la mécanique quantique, le principe d'incertitude de Heisenberg. Ce principe affirme qu'il est impossible de connaître simultanément avec précision la position et l'impulsion d'une particule. Plus nous connaissons précisément l'une, moins nous connaissons l'autre, et vice-versa. Ce n'est pas une limitation de nos instruments de mesure, c'est une propriété fondamentale de la réalité. Une particule au niveau quantique n'a pas de position et d'impulsion précises en même temps. Elle est étalée dans l'espace,
existe comme un nuage de probabilité et ce nuage peut s'étendre à travers des barrières qui semblent impénétrables. Considérons un exemple concret. Imaginez un électron se dirigeant vers une barrière de potentiel, une région de l'espace où l'énergie est plus élevée, qu'un électron ne pourrait surmonter selon les lois de la physique classique. Dans le monde classique, l'électron rebondirait contre cette barrière comme une balle contre un mur. Mais dans le monde quantique, l'électron est décrit par une fonction d'onde, un objet mathématique qui donne la probabilité de trouver l'électron. Quand cette fonction d'onde rencontre la barrière, elle ne s'arrête pas brutalement. Une partie de la fonction d'onde pénètre dans la barrière et même en sort de l'autre côté. Cela signifie qu'il existe une probabilité non nulle de trouver l'électron de l'autre côté de la barrière, même s'il n'a pas assez d'énergie pour la surmonter de manière classique. La probabilité de tunnel dépend de plusieurs facteurs, la hauteur et la largeur de la barrière, ainsi que l'énergie de la particule. Plus la barrière est haute et large, moins la probabilité de tunnel est élevée. Plus l'énergie de la particule est proche de la hauteur de la barrière, plus la probabilité est grande. Mais ce qui est frappant, c'est que même quand la barrière est bien plus haute que l'énergie de la particule, la probabilité de tunnel n'est jamais nulle. Elle peut être incroyablement faible. Une chance sur un Google de tentatives, mais elle existe. Et dans le monde quantique, où des quintillons d'événements se produisent chaque seconde, même des probabilités incroyablement faibles se réalisent. Les électrons tunnellent à travers des barrières des trillions de fois par seconde dans chaque atome de votre corps. Mais le plus surprenant, dans l'effet tunnel quantique, ce n'est pas le passage à travers la barrière, mais la manière dont il se produit. Quand un électron tunnelle, il n'interagit pas avec la matière de la barrière, il ne perce pas de trous, ne repousse pas les atomes, ne dépense pas d'énergie pour surmonter la résistance. Du point de vue de l'électron, la barrière semble ne pas exister. Il se trouve d'un côté et un instant plus tard, de l'autre. Et entre ces deux moments, il n'y a pas d'état intermédiaire, pas de trajet à travers la barrière. Les physiciens appellent cela une transition non déterministe, une façon scientifique de dire « nous ne savons pas exactement comment cela se produit, car cela ne se produit pas par un processus classique ». Pensez maintenant à l'échelle de ce phénomène. L'effet tunnel quantique n'est pas une anomalie exotique rare qui ne se manifeste que dans des conditions de laboratoire spécialement préparées. C'est un processus omniprésent, à la base d'un grand nombre de phénomènes naturels. Chaque fois qu'un atome d'un élément radioactif se désintègre en émettant une particule alpha, il y a effet tunnel quantique. La particule alpha est enfermée dans le noyau atomique par une barrière de potentiel créée par l'interaction nucléaire forte. Selon les lois de la physique classique, elle devrait y rester pour toujours, mais grâce à l'effet tunnel quantique, elle finit tôt ou tard par traverser cette barrière et s'échapper. La radioactivité, l'un des processus fondamentaux de l'univers, n'existe que grâce à la capacité des particules à traverser l'infranchissable. Un exemple encore plus impressionnant est la fusion nucléaire dans les cœurs des étoiles. Quand deux protons se rencontrent au centre du Soleil, ils doivent fusionner pour déclencher la réaction en chaîne de fusion, produisant l'énergie qui fait briller l'étoile. Mais entre les protons existe une puissante barrière électrostatique de répulsion. Les deux ont une charge positive et se repoussent violemment. La température au centre du Soleil, bien qu'elle atteigne des millions de degrés, n'est en réalité pas suffisante pour donner aux protons l'énergie nécessaire pour surmonter cette barrière de manière classique. Si les étoiles n'obéissaient qu'aux lois de la physique classique, elles ne pourraient jamais s'allumer. Mais grâce à l'effet tunnel quantique, les protons traversent la barrière de répulsion et fusionnent, libérant une énergie colossale. Chaque rayon de lumière solaire, chaque photon qui réchauffe votre visage, existe grâce à l'effet tunnel quantique. Réfléchissez à la profondeur de cette vérité. Sans effet tunnel quantique, les étoiles ne pourraient pas briller. Sans étoiles qui brillent, il n'y aurait pas de planètes habitables. Sans planètes habitables, il n'y aurait pas de vous,
lisant ces lignes et réfléchissant à la nature de la réalité. Toute la complexité et la beauté de l'univers, toute la diversité de la vie sur Terre, toute l'histoire de la civilisation humaine, tout cela n'existe que parce que des particules subatomiques peuvent accomplir l'impossible, traverser des barrières qui auraient dû les arrêter pour toujours. Vous existez grâce à un paradoxe quantique, grâce à la capacité de la matière à refuser de suivre les règles classiques. Mais l'effet tunnel quantique n'influence pas seulement les processus cosmiques. Il joue un rôle clé dans la vie quotidienne, souvent de manière dont nous ne nous rendons même pas compte. Prenons par exemple l'odorat. Quand une molécule odorante atteint les récepteurs de votre nez, une réaction chimique complexe se produit qui envoie finalement un signal à votre cerveau. Des recherches récentes suggèrent qu'une partie de ce processus pourrait impliquer l'effet tunnel quantique des électrons. La molécule odorante a une certaine fréquence vibratoire et les électrons dans les récepteurs olfactifs peuvent tunneler en fonction de cette fréquence. Cela signifie que votre capacité à distinguer l'odeur d'une rose de celle d'un citron pourrait dépendre d'effets quantiques se produisant dans vos cellules. La réalité est encore plus étrange que vous ne l'imaginiez. Les technologies modernes dépendent également totalement de l'effet tunnel quantique. Chaque ordinateur, chaque smartphone, chaque appareil électronique que vous utilisez fonctionne grâce à des transistors, de minuscules interrupteurs électroniques qui peuvent être allumés ou éteints. À mesure que la technologie devient plus miniature, les transistors deviennent de plus en plus petits. Dans les processeurs modernes, la distance entre les différentes parties d'un transistor n'est que de quelques nanomètres, environ 100 000 fois plus fin qu'un cheveu humain. À ces échelles, l'effet tunnel quantique devient un sérieux problème. Les électrons peuvent tunneler à travers des couches isolantes qui auraient dû les arrêter, créant des fuites de courant et réduisant l'efficacité de l'appareil. Les ingénieurs luttent constamment contre cet effet, essayant de créer des processeurs toujours plus compacts et puissants. Mais le tunnel n'est pas seulement un problème, c'est aussi une opportunité. Les chercheurs travaillent activement à la création de diodes, à effet tunnel et d'autres dispositifs qui utilisent spécifiquement l'effet tunnel quantique pour fonctionner. Ces dispositifs peuvent commuter beaucoup plus rapidement que les transistors ordinaires et consommer moins d'énergie. Le microscope à effet tunnel, l'un des outils les plus puissants de la science moderne, utilise l'effet tunnel quantique pour visualiser des atomes individuels à la surface des matériaux. Il mesure le courant de tunnel entre une pointe très fine et la surface de l'échantillon. Et ce courant est incroyablement sensible à la distance entre la pointe et les atomes à la surface. Grâce à cet effet, nous pouvons non seulement voir des atomes individuels, mais aussi les manipuler, les déplacer un par un, créant des structures à l'échelle atomique. Regardons maintenant les conséquences plus profondes de l'effet tunnel quantique pour notre compréhension de la réalité. Si les particules peuvent traverser des barrières sans interagir avec elles, que cela nous dit-il sur la nature de la matière et de l'espace? La physique classique nous a appris que l'espace est une scène passive sur laquelle se déroulent les processus physiques. Les objets existent à des endroits précis, se déplacent selon des trajectoires précises, interagissent quand ils se rencontrent. Mais l'effet tunnel quantique suggère une image complètement différente. Les particules ne suivent pas de trajectoire précise à travers l'espace. Elles existent comme des nuages de probabilités étalés sur de multiples positions possibles en même temps. Et quand le tunnel se produit, la particule ne se déplace pas à travers la barrière, elle cesse simplement d'exister à un endroit et commence à exister à un autre. Cela a des conséquences philosophiques profondes. Si une particule peut être ici à un moment et là à l'instant suivant, sans passer par l'espace intermédiaire, qu'est-ce que cela signifie pour la continuité de l'existence? Êtes-vous la même personne d'un instant à l'autre ou êtes-vous constamment recréé comme un électron en tunnel qui disparaît d'un endroit et apparaît dans un autre? Au niveau quantique, chaque particule de votre corps fluctue constamment. Tunnel existe en superposition d'états. Votre identité, votre sensation continue de vous-même.
est un motif émergent de trillions d'événements quantiques dont aucun pris isolément n'a de certitude ou de continuité. Vous êtes un processus, pas un objet. Une onde, pas une particule. Et voici la question la plus profonde. Si l'effet tunnel quantique nous montre que les particules peuvent surmonter des barrières classiquement insurmontables, existe-t-il des limites absolues dans la nature? Ou l'univers est-il un lieu de possibilités infinies où toute barrière peut être surmontée? Toute frontière franchie, si nous attendons assez longtemps ou trouvons les bonnes conditions. La mécanique quantique suggère que même les lois physiques les plus fondamentales ne sont pas des interdictions absolues, mais des tendances statistiques. La probabilité qu'un objet macroscopique, comme votre corps, tunnelle à travers un mur, est incroyablement faible. Si faible que même sur la durée de vie de l'univers, cela ne se produira jamais. Mais elle n'est pas nulle. En principe, c'est possible. Et cela signifie que dans le monde quantique, rien n'est vraiment impossible. Il n'y a que l'incroyablement improbable. L'effet tunnel quantique nous ouvre une nouvelle vision de la réalité, où les frontières entre le possible et l'impossible sont floues, où la matière se comporte comme un fantôme traversant les murs, où les lois de la physique classique ne sont qu'une approximation, fonctionnant dans le monde des grands objets et des basses énergies. Mais au niveau fondamental, celui qui détermine tout le reste, la réalité suit les règles quantiques, des règles qui permettent l'impossible et rendent le merveilleux ordinaire. Vous vivez dans un monde de fantômes quantiques et vous êtes l'un d'eux. Un assemblage de particules en tunnel, maintenues ensemble par de fines ficelles de probabilité et d'interférences quantiques. Pourquoi ne tombez-vous pas à travers le sol en ce moment? Pourquoi la chaise sur laquelle vous êtes assis ne s'effondre-t-elle pas sous le poids de votre corps? Pourquoi les atomes qui composent tout autour de vous conservent-ils leur structure au lieu de s'effondrer en un point infinitésimal sous l'effet de l'attraction électromagnétique entre le noyau chargé positivement et les électrons chargés négativement? La physique classique ne peut pas donner de réponse satisfaisante à ces questions. Si les atomes n'obéissaient qu'aux lois de la mécanique classique, les électrons tomberaient sur le noyau en fractions de seconde, émettant de l'énergie, et toute la matière de l'univers s'effondrerait en une singularité. Mais cela ne se produit pas, et la raison réside dans l'un des principes les plus fondamentaux et mystérieux de la mécanique quantique, le principe d'exclusion de Pauli. Ce principe a été formulé par le physicien autrichien Wolfgang Pauli en 1925. Et il a complètement changé notre compréhension de la structure de la matière à son niveau le plus profond. Le principe d'exclusion de Pauli énonce « Deux particules identiques à spin demi-entier, appelées fermions, ne peuvent pas occuper simultanément le même état quantique. Cela semble technique et abstrait, mais les conséquences de cette règle simple sont si profondes que sans elle, l'univers, tel que nous le connaissons, ne pourrait tout simplement pas exister. Ce n'est pas une force physique au sens habituel, pas une répulsion ou une attraction. C'est une interdiction fondamentale, intégrée à la structure même de la réalité quantique, des règles que les particules ne peuvent violer en aucune circonstance. Pour comprendre à quel point cela est surprenant, commençons par clarifier ce qu'est un état quantique. En mécanique quantique, l'état d'une particule est décrit par un ensemble de nombres quantiques, des grandeurs mathématiques qui déterminent son énergie, son impulsion, son moment angulaire et d'autres propriétés. Pour un électron dans un atome, ces nombres déterminent sur quelle orbitale il se trouve, quelle forme a sa fonction d'onde et dans quelle direction pointe son spin. Le principe de Pauli affirme que si vous avez deux électrons, ils ne peuvent pas avoir exactement le même ensemble de nombres quantiques. Même s'ils sont sur la même orbitale avec la même énergie, ils doivent différer au moins par leur spin. L'un doit avoir un spin vers le haut, l'autre un spin vers le bas. Et ce n'est pas une préférence ou une tendance. C'est une interdiction absolue, aussi fondamentale que la conservation de l'énergie ou la vitesse de la lumière. Imaginez maintenant un atome d'hydrogène, l'atome le plus simple de l'univers. Il a un noyau protonique et un électron.
Cet électron occupe l'état énergétique le plus bas, le plus proche du noyau. Passons maintenant à l'atome d'hélium avec 2 protons dans le noyau et 2 électrons. Les 2 électrons voudraient occuper l'état énergétique le plus bas, mais le principe de Pauli ne leur permet pas d'être absolument identiques. Donc l'un a un spin vers le haut, l'autre un spin vers le bas. Ils sont tous les deux dans l'état énergétique le plus bas, mais avec des spins opposés, ce qui les rend distinguables du point de vue de la mécanique quantique. Mais que se passe-t-il avec le 3e électron quand nous passons au lithium? L'état énergétique le plus bas est déjà complètement rempli par 2 électrons avec des spins opposés. Le 3e électron. Le principe de Pauli l'interdit catégoriquement. Il est donc forcé d'occuper l'état énergétique suivant disponible sur une orbitale plus élevée, plus loin du noyau. C'est la raison de l'existence du tableau périodique des éléments, ce tableau que vous avez peut-être vu sur le mur d'une salle de chimie. Chaque élément diffère des autres par le nombre de protons dans le noyau et le nombre correspondant d'électrons autour de lui. À mesure que le nombre d'électrons augmente, ils remplissent les niveaux énergétiques les uns après les autres, suivant le principe de Pauli. Le premier niveau peut contenir seulement 2 électrons, le deuxième 8, le troisième 18, et ainsi de suite. Les propriétés chimiques de chaque élément sont entièrement déterminées par la configuration de ses enveloppes électroniques, la manière dont les électrons sont distribués dans différents états énergétiques, et tout cela se produit grâce au principe de Pauli. Sans lui, tous les électrons d'un atome tomberaient sur le niveau le plus bas. Les atomes seraient indistinguables les uns des autres. La chimie serait impossible et la vie ne pourrait pas émerger. Mais le principe de Pauli n'influence pas seulement les atomes. Il détermine la structure de toute la matière dans l'univers. Prenons par exemple les naines blanches, des restes d'étoiles mortes de la taille de la Terre, mais avec une masse comparable à celle du Soleil. Qu'est-ce qui empêche une naine blanche de s'effondrer davantage sous l'effet de sa propre gravité? Ce n'est pas une pression gazeuse ordinaire, comme dans le cas des étoiles normales. La naine blanche s'est tellement refroidie qu'il n'y a plus de réaction thermonucléaire en elle. Ce qui résiste à la gravité est ce qu'on appelle la pression de dégénérescence des électrons, une conséquence directe du principe de Pauli. Les électrons dans une naine blanche sont compressés si densément que presque tous les états à basse énergie sont remplis. Quand la gravité essaie de comprimer la matière encore plus, les électrons refusent simplement d'occuper les mêmes états. Ils résistent non pas parce qu'une force répulsive agit entre eux, mais parce que le principe de Pauli rend une compression supplémentaire impossible. Cette pression de dégénérescence est si puissante qu'elle peut résister à la gravité d'une étoile entière. Mais tout a des limites. Si la masse d'une naine blanche dépasse la limite connue sous le nom de limite de Chandrasekhar, environ 1,4 masses solaires, même la pression de dégénérescence des électrons ne peut plus la maintenir contre l'effondrement. Les électrons sont forcés dans les protons, formant des neutrons, et l'étoile se transforme en étoile à neutrons. Un objet si dense qu'une cuillère à café de sa matière pèserait des milliards de tonnes. Et qu'est-ce qui empêche une étoile à neutrons de s'effondrer davantage? Encore le principe de Pauli, mais sous la forme de la pression de dégénérescence des neutrons. Les neutrons, comme les électrons, sont des fermions et obéissent au principe d'exclusion. Ils refusent d'occuper les mêmes états quantiques, créant une pression capable de résister à la gravité même dans ces conditions extrêmes. Mais cette pression a aussi une limite. Si la masse de l'étoile en collapse dépasse environ 3 masses solaires, même la pression de dégénérescence des neutrons ne peut pas arrêter l'effondrement. À ce stade, la gravité l'emporte définitivement et l'étoile s'effondre en un trou noir. Une région de l'espace-temps où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Mais même là, au bord de l'abîme, le principe de Pauli a joué son rôle jusqu'au dernier moment, essayant désespérément d'empêcher l'inévitable. Tout le drame de la vie et de la mort des étoiles, tout le cycle cosmique de la naissance, de l'évolution et de l'effondrement est déterminé par un équilibre subtil entre la gravité,
qui essaie de comprimer la matière, et le principe de Pauli, qui empêche les particules d'occuper les mêmes états. Pensez maintenant aux conséquences plus quotidiennes du principe de Pauli. Pourquoi votre main ne traverse-t-elle pas la table quand vous la posez sur sa surface? Les électrons des atomes de votre peau et les électrons des atomes du bois remplissent tous leurs états énergétiques selon le principe de Pauli. Quand votre main s'approche de la table, les nuages électroniques commencent à se chevaucher. Si les électrons pouvaient occuper les mêmes états, ils fusionneraient simplement, et votre main traverserait la table comme un fantôme. Mais le principe de Pauli l'interdit. Les électrons refusent de partager des états quantiques, créant une force répulsive effective. Ce que vous percevez comme la solidité de la matière est en réalité une manifestation du principe d'exclusion de Pauli. Vous ne touchez jamais vraiment rien. Les électrons de votre peau et ceux de l'objet se repoussent à l'échelle microscopique, maintenant un mince espace grâce à l'interdiction quantique. C'est une vérité incroyable sur la nature de la matière. La solidité que vous ressentez quand vous touchez quelque chose n'est pas le résultat d'atomes qui se touchent réellement. Les atomes sont principalement composés d'espaces vides. Si vous pouviez retirer tout l'espace vide des atomes de votre corps, vous tiendriez dans une particule de poussière. La solidité émerge de l'interdiction quantique, du refus des fermions identiques d'occuper les mêmes états. La réalité que vous percevez comme dense et matérielle est en réalité un équilibre fragile de règles quantiques, maintenant les particules à distance les unes des autres. Si le principe de Pauli cessait soudainement d'agir, toute la matière de l'univers s'effondrerait instantanément, les électrons tomberaient sur les noyaux, les atomes cesseraient d'exister et la réalité telle que nous la connaissons disparaîtrait en un clin d'œil. Le principe de Pauli explique aussi pourquoi différents éléments se comportent différemment dans les réactions chimiques. Prenons les gaz inertes, l'hélium, le néon, l'argon et autres. Ces éléments répugnent à entrer en réaction chimique. Pourquoi? Parce que leurs enveloppes électroniques sont complètement remplies. Tous les états quantiques disponibles sur le niveau énergétique externe sont occupés par des électrons avec des spins opposés. Pour former une liaison chimique avec un autre atome, les électrons devraient se réarranger, occuper d'autres états. Mais pour une enveloppe complètement remplie, c'est énergétiquement défavorable. Un atome de gaz inerte est dans un état de satisfaction quantique. Tous ces électrons occupent joyeusement leur place selon le principe de Pauli et il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit. D'un autre côté, les atomes avec des enveloppes externes non remplies aspirent désespérément à la stabilité. Ils sont prêts à partager des électrons, à les donner ou à en accepter d'autres atomes pour atteindre une configuration remplie. Toute la chimie, toutes les réactions qui rendent possible la digestion des aliments reposent sur l'aspiration des atomes à atteindre une configuration électronique satisfaisant le principe de Pauli. Considérons une autre conséquence frappante de ce principe. Dans le monde, il existe deux types de particules, les fermions et les bosons. Les fermions, comme les électrons, les protons et les neutrons, ont un spin demi-entier et obéissent au principe de Pauli. Les bosons, comme les photons et d'autres particules porteuses des interactions fondamentales, ont un spin entier et n'obéissent pas au principe d'exclusion. Plusieurs bosons peuvent occuper tranquillement le même état quantique, créant des phénomènes impossibles pour les fermions. Par exemple, un faisceau laser est un flux de trillions de photons, occupant exactement le même état quantique. C'est pourquoi la lumière laser est si cohérente et directionnelle. Si les photons étaient des fermions, les lasers seraient impossibles. La superfluidité et la supraconductivité, des phénomènes quantiques exotiques où les liquides coulent sans friction et le courant électrique circule sans résistance, se produisent quand des paires de fermions s'associent pour former des bosons composites qui peuvent alors tous occuper le même état quantique. Cette division entre fermions et bosons façonne fondamentalement la structure de l'univers. Les fermions composent la matière, tout ce qui a une masse et occupe de l'espace.
Les bosons transportent les forces entre les particules de matière. Le principe de Pauli garantit que la matière a une structure, que les atomes ne peuvent pas se comprimer indéfiniment, que les électrons forment des enveloppes autour des noyaux. Sans ce principe, l'univers serait complètement différent. Il n'y aurait pas d'atomes complexes, pas de chimie, pas de molécules capables de s'auto-reproduire, pas de vie. Chaque atome de carbone dans votre corps, chaque molécule d'ADN, chaque pensée qui traverse vos neurones existe parce que les électrons refusent d'occuper les mêmes états quantiques. Mais voici la question la plus profonde. Pourquoi le principe de Pauli existe-t-il? Pourquoi la nature a-t-elle imposé cette interdiction fondamentale aux fermions identiques? La réponse réside dans les profondeurs de la théorie quantique des champs. La structure mathématique qui décrit toutes les particules et leurs interactions. Il s'avère que le principe d'exclusion est lié au concept de statistique quantique et à la manière dont se comportent les fonctions d'onde de particules identiques quand on les permute. Quand vous échangez deux fermions identiques, leur fonction d'onde conjointe change de signe, devient négative. Cette propriété d'antisymétrie conduit automatiquement au principe de Pauli. Si deux particules sont dans le même état, la permutation ne change rien physiquement, mais mathématiquement, la fonction d'onde doit changer de signe. La seule façon de satisfaire ces deux conditions est que la fonction d'onde soit nulle, ce qui signifie que cet état ne peut tout simplement pas exister. Cette élégance mathématique cache une vérité profonde sur la nature de la réalité. L'univers n'admet pas de contradiction dans sa structure logique. Le principe de Pauli n'est pas une règle arbitraire imposée de l'extérieur, mais une conséquence inévitable de la manière dont la réalité quantique est structurée au niveau le plus fondamental. C'est une manifestation d'un ordre profond sous-jacent au chaos apparent du monde quantique. Et cet ordre est si précis, si parfait, qu'aucune particule dans l'univers, aucun électron, aucun quark n'a jamais violé et ne peut violer ce principe. C'est une loi absolue, aussi fondamentale que l'existence de l'espace et du temps eux-mêmes. Maintenant, quand vous regardez le monde autour de vous, vous le voyez sous un jour nouveau. Chaque objet, chaque surface, chaque atome n'existe que parce que les fermions refusent d'occuper les mêmes états quantiques. Votre propre structure, la complexité de votre corps, le fonctionnement de chaque cellule dépendent de cette interdiction quantique fondamentale. Vous êtes une preuve vivante du principe de Pauli, l'incarnation vivante de la manière dont les règles quantiques créent la réalité classique. Et c'est là que réside la profonde beauté de la physique. Une simple règle mathématique appliquée aux particules subatomiques engendre toute la richesse et la complexité du monde macroscopique, y compris vous, réfléchissant à la nature de l'existence. Et si je vous disais qu'en ce moment même, chaque particule de votre corps existe à plusieurs endroits en même temps, que l'électron dans un atome de votre peau n'est pas simplement ici ou là, mais présent dans tous les endroits possibles à la fois, comme un fantôme étalé dans l'espace. Ce n'est pas une métaphore, pas une exagération poétique. C'est la vérité littérale du monde quantique. Un phénomène si étrange et contre-intuitif que même les créateurs de la mécanique quantique ne pouvaient pas pleinement croire en sa réalité. Bienvenue dans le monde de la superposition quantique, où les particules refusent de choisir, où la réalité existe comme une superposition de toutes les possibilités en même temps, où la non-interaction devient non seulement l'absence de contact, mais l'existence de multiples réalités dans un seul point d'espace-temps. Pour comprendre la superposition, commençons par l'expérience la plus célèbre de l'histoire de la mécanique quantique. L'expérience des deux fentes. Imaginez une barrière impénétrable avec deux fentes étroites côte à côte. Derrière cette barrière se trouve un écran qui enregistre l'impact des particules. Nous commençons à tirer des électrons vers la barrière, un par un. Dans le monde classique, chaque électron passerait par la fente de gauche ou par celle de droite. La logique est simple et évidente. Une particule ne peut pas se diviser en deux et passer par les deux fentes en même temps.
Mais quand les physiciens ont réalisé cette expérience pour la première fois, ils ont découvert quelque chose de complètement incroyable. Sur l'écran derrière la barrière apparaissait un motif d'interférence, des bandes alternées de lumière et d'obscurité, exactement comme pour l'interférence des ondes. Un motif d'interférence n'apparaît que quand des ondes passent par les deux fentes en même temps et se superposent. À certains endroits, les crêtes des ondes coïncident, s'amplifiant mutuellement, créant une bande lumineuse. À d'autres endroits, la crête d'une onde rencontre le creux de l'autre. Elle s'annule, créant une bande sombre. Mais comment un seul électron peut-il créer un motif d'interférence? La seule explication possible, qui correspond aux résultats observés, est que chaque électron passe par les deux fentes en même temps. Il existe dans un état de superposition où il suit simultanément la trajectoire par la fente de gauche et celle par la fente de droite. Ces deux possibilités ne coexistent pas simplement de manière abstraite, elles interfèrent réellement l'une avec l'autre, créant le motif observé sur l'écran. Cela défie tout ce qui nous semble évident sur la nature de la réalité. Comment une seule particule peut-elle être à deux endroits en même temps? Comment deux versions du même électron peuvent-elles interagir l'une avec l'autre, créant une interférence tout en n'interagissant pas avec le monde environnant? La réponse réside dans la nature même des objets quantiques. Un électron n'est pas une petite boule avec une position définie dans l'espace. Il était mieux décrit par une fonction d'onde, un objet mathématique qui donne la probabilité de trouver l'électron. Avant la mesure, l'électron n'est dans aucun endroit précis. Il est étalé sur tous les emplacements possibles. Sa fonction d'onde passe par les deux fentes, s'interférant avec elle-même. Ce n'est que lorsque nous essayons de détecter l'électron, de mesurer sa position, que la fonction d'onde s'effondre et l'électron apparaît à un endroit précis. Mais c'est là que commence la véritable étrangeté. Que se passe-t-il si nous plaçons des détecteurs à chaque fente pour déterminer par quelle fente exacte passe l'électron? La logique suggère que cela ne devrait pas affecter le résultat. Nous obtenons simplement des informations supplémentaires. Mais quand les physiciens ont réalisé cette expérience, le motif d'interférence a disparu. À la place, un motif classique est apparu. Deux bandes lumineuses en face des fentes, comme si chaque électron était passé par l'une ou l'autre. En observant simplement l'électron, en essayant de déterminer son trajet, nous avons détruit la superposition. L'acte de mesure a forcé l'électron à choisir une trajectoire parmi les deux possibles. Avant la mesure, il existait dans les deux trajectoires en même temps, sans interagir avec le détecteur. Après la mesure, la superposition s'est effondrée et l'électron est devenu un objet classique avec un trajet défini. Ce phénomène est connu sous le nom de problème de la mesure en mécanique quantique, et il reste l'une des énigmes les plus profondes de la physique. Pourquoi l'observation détruit-elle la superposition? Qu'y a-t-il de spécial dans l'acte de mesure? L'effondrement de la fonction d'onde est-il un processus physique réel ou simplement une mise à jour de notre connaissance du système? Différentes interprétations de la mécanique quantique donnent des réponses différentes à ces questions, mais le fait reste. Avant la mesure, un système quantique existe en superposition de tous les états possibles, et ces états n'interagissent pas avec le monde classique, préservant leur cohérence quantique. Ce n'est que lorsqu'une interaction avec un instrument de mesure macroscopique se produit que la superposition est détruite, et le système est forcé de choisir un état classique précis. Considérons maintenant l'expérience de pensée la plus célèbre de l'histoire de la physique quantique. Le paradoxe du chat de Schrödinger. Le physicien autrichien Erwin Schrödinger l'a proposé en 1935 pour démontrer l'absurdité de la mécanique quantique appliquée aux objets macroscopiques. Imaginez un chat enfermé dans une boîte en acier avec un dispositif diabolique. À l'intérieur se trouve un atome radioactif, un compteur Geiger, une ampoule de poison et un marteau. Si l'atome se désintègre, le compteur l'enregistre, le marteau brise l'ampoule,
le poison est libéré et le chat meurt. Si l'atome ne se désintègre pas, le chat reste vivant. Maintenant, la question. Au bout d'1 heure, avant d'ouvrir la boîte et de regarder, le chat est-il vivant ou mort? Selon la physique classique, la réponse est simple. Le chat est soit vivant, soit mort. Nous ne savons simplement pas lequel des 2 scénarios s'est réalisé. Mais selon la mécanique quantique, l'atome radioactif est en superposition d'états désintégrés et non désintégrés jusqu'au moment de la mesure. Et si nous appliquons rigoureusement la logique quantique, cela signifie que le chat doit aussi être en superposition d'états vivants et morts en même temps. Il n'est pas simplement soit vivant, soit mort. Il est à la fois vivant et mort jusqu'à ce que nous ouvrions la boîte et regardions. Schrödinger a proposé ce paradoxe pour montrer à quel point la mécanique quantique semble absurde. Mais la réalité s'est révélée encore plus étrange. Les expériences confirment encore et encore que la superposition n'est pas une simple abstraction mathématique, mais une propriété réelle des systèmes quantiques. Bien sûr, nous n'observons jamais d'objets macroscopiques, comme des chats, en état de superposition. Pourquoi? La réponse réside dans le phénomène de décohérence. Les objets macroscopiques interagissent constamment avec leur environnement, avec les molécules d'air, les photons de lumière, le rayonnement thermique. Chaque interaction agit comme une sorte de mesure, détruisant la superposition quantique et forçant le système à choisir un état classique précis. Pour un objet de la taille d'un chat, la décohérence se produit presque instantanément, en fractions de secondes. C'est pourquoi nous ne voyons pas d'effet quantique dans la vie quotidienne. Mais au niveau des atomes individuels et des particules subatomiques, isolées de l'environnement, la superposition peut persister assez longtemps pour que nous puissions l'observer et l'utiliser. Et l'utilisation de la superposition ouvre des possibilités incroyables. Les ordinateurs quantiques, actuellement développés dans des laboratoires du monde entier, sont basés précisément sur ce principe. Dans un ordinateur classique, l'information est stockée dans des bits, chacun pouvant être dans l'un de 2 états, 0 ou 1. Un ordinateur quantique utilise des qubits, des bits quantiques, qui peuvent être en superposition de 0 et 1 en même temps. 3 qubits peuvent être en superposition de 8 états différents en même temps. 10 qubits en superposition de 1024 états. 50 qubits peuvent représenter plus d'1 quadrillion d'états en même temps. Cela donne aux ordinateurs quantiques la capacité potentielle de résoudre certains types de problèmes exponentiellement plus rapidement que les ordinateurs classiques, en utilisant le parallélisme de la superposition. Mais maintenir les qubits en état de superposition est un énorme défi technique. Toute interaction avec l'environnement provoque la décohérence, détruisant l'état quantique et transformant le qubit en un bit classique ordinaire. C'est pourquoi les ordinateurs quantiques doivent fonctionner à des températures proches du zéro absolu, dans le vide, protégés de toute influence externe. Même le rayonnement cosmique peut causer une erreur dans les calculs quantiques. Les chercheurs développent des codes complexes de correction d'erreurs quantiques, des méthodes qui permettent de détecter et de corriger les erreurs sans détruire la superposition. C'est une tâche incroyablement complexe, mais les progrès sont impressionnants. Les ordinateurs quantiques passent de la théorie à la réalité pratique, promettant une révolution en cryptographie, en modélisation moléculaire, en optimisation et en apprentissage automatique. La superposition explique aussi un autre phénomène quantique mystérieux, l'interférence des probabilités. Dans le monde classique, les probabilités s'additionnent toujours. Si vous avez 2 façons d'aller de A à B, la probabilité d'arriver à B est la somme des probabilités de chaque chemin. Mais dans le monde quantique, les probabilités peuvent s'annuler, créant des endroits de probabilité nulle où la particule ne peut jamais être détectée, même s'il y a des chemins possibles. Cela se produit parce qu'en mécanique quantique, nous additionnons non pas les probabilités elles-mêmes, mais les amplitudes de probabilité, des nombres complexes qui peuvent être positifs ou négatifs. Quand les amplitudes s'additionnent, elles peuvent s'amplifier ou s'annuler, créant un motif d'interférence.
C'est une différence fondamentale entre le monde quantique et le classique. Les possibilités ne coexistent pas simplement, elles influencent activement l'une l'autre, bien qu'elles n'interagissent pas au sens classique. Pensez maintenant aux conséquences philosophiques profondes de la superposition. Si une particule peut exister dans de multiples états en même temps jusqu'au moment de la mesure, que cela nous dit-il sur la nature de la réalité? Existe-t-il une réalité objective indépendante de l'observation? Certaines interprétations de la mécanique quantique, comme l'interprétation de Copenhague, suggèrent qu'avant la mesure, la particule n'a pas de propriété définie. Elle n'est littéralement dans aucun état précis. D'autres interprétations, comme l'interprétation à monde multiple d'Everett, suggèrent que toutes les possibilités en superposition se réalisent, mais dans différentes branches de la réalité. À chaque mesure, l'univers se divise en de multiples versions parallèles, chacune réalisant une des possibilités. Vous n'existez pas dans un seul univers, mais dans un nombre infini de mondes parallèles, chacun ayant réalisé sa propre combinaison de résultats quantiques. Quelle que soit l'interprétation correcte, la superposition détruit notre compréhension intuitive de la causalité et de la certitude. Dans le monde classique, le présent est déterminé de manière unique par le passé et le futur par le présent. Mais dans le monde quantique, où les particules existent en superposition de multiples états, la causalité devient floue. Le passé ne détermine pas complètement le présent, car les mesures quantiques introduisent une randomness fondamentale. Le présent ne détermine pas complètement le futur, car la superposition signifie que le futur n'est pas encore décidé. Il existe comme un nuage de possibilités qui s'effondre en certitude seulement au moment de l'interaction et de la mesure. Le temps dans le monde quantique ne coule pas comme une rivière du passé vers le futur, mais comme un arbre ramifié de possibilités, où chaque moment engendre de multiples moments suivants potentiels. Et voici ce qui est le plus frappant. Vous êtes vous-même un système quantique. Chaque atome de votre corps, chaque molécule, chaque électron existe à un niveau fondamental qui inclut des éléments de superposition. Il est vrai que pour les objets macroscopiques, comme le corps humain, la décohérence est si rapide et omniprésente que nous nous comportons de manière classique. Mais au niveau le plus profond, votre existence n'est pas une seule trajectoire définie à travers l'espace et le temps, mais une superposition d'un nombre infini de possibilités quantiques. Chaque décision que vous prenez, chaque action que vous accomplissez, émerge de l'effondrement de superposition quantique dans votre cerveau, où les neurones dépendent de processus quantiques dans les canaux ioniques et les synapses. Votre conscience, votre libre arbitre, votre sensation de vous-même. Tout cela peut être lié à la nature quantique de la réalité, au fait qu'au niveau fondamental, rien n'est défini tant qu'il n'est pas observé. La superposition nous enseigne que la réalité n'est pas ce qu'elle semble être. Le monde que nous percevons comme solide, défini et prévisible émerge en réalité d'un substrat quantique où rien n'a de propriété définie tant qu'il n'est pas mesuré, où les particules existent dans tous les états possibles en même temps, où de multiples réalités coexistent, n'interagissant pas directement l'une avec l'autre, mais s'influençant par de subtiles interférences quantiques. Vous ne pouvez plus vous considérer comme une entité unique, se déplaçant le long d'une trajectoire définie. Vous êtes un processus, un effondrement constant de possibilités quantiques en réalité classique, une danse entre certitude et incertitude, entre être et non-être, entre toutes les versions possibles de vous-même et la seule version qui se manifeste à chaque instant d'observation. Imaginez deux particules séparées par des milliards de kilomètres, situées aux extrémités opposées de la galaxie. Vous mesurez les propriétés de l'une d'elles, disons son spin. Et au même moment, instantanément, plus vite que la lumière, la deuxième particule réagit, adoptant une valeur de spin opposée. Entre elles, il n'y a aucune connexion visible, aucun signal voyageant à travers l'espace, aucune interaction physique, et pourtant, elles sont liées comme si elles formaient encore un seul système, malgré l'abîme cosmique qui les sépare. Ce n'est ni de la science-fiction,
ni de la mystique. C'est l'intrication quantique. Un phénomène si étrange qu'Albert Einstein l'appelait une action effrayante à distance et refusait d'y croire jusqu'à la fin de ses jours. Mais la réalité s'est révélée encore plus étrange que ce que le plus grand physicien du XXe siècle pouvait imaginer. Pour comprendre l'intrication, commençons par un exemple simple. Imaginez une particule à spin zéro qui se désintègre en deux particules filles. La loi de conservation du moment angulaire exige que le spin total des particules filles soit aussi zéro. Si une particule a un spin vers le haut, l'autre doit avoir un spin vers le bas pour compenser. Cela semble tout à fait raisonnable et ne contient rien de particulièrement mystérieux. Dans le monde classique, nous dirions que chaque particule a un spin défini, dès sa naissance, mais nous ne savons simplement pas lequel, tant que nous ne mesurons pas. Mais la mécanique quantique affirme quelque chose de complètement différent et beaucoup plus radical. Avant la mesure, aucune des particules n'a de spin défini. Les deux sont en superposition, état spin vers le haut et spin vers le bas en même temps. C'est là que commence la véritable étrangeté de l'intrication. Quand vous mesurez le spin d'une de ces particules, la fonction d'onde s'effondre et la particule adopte une valeur définie, disons spin vers le haut. Au même moment, quelle que soit la distance entre les particules, la deuxième particule adopte instantanément la valeur opposée, spin vers le bas. Pas en une nanoseconde, pas en une microseconde, mais absolument instantanément, sans aucun délai temporel. Cela ne se produit pas parce qu'un signal est transmis entre les particules. La théorie spéciale de la relativité d'Einstein établit clairement que rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière, y compris l'information. Mais dans l'intrication quantique, il n'y a pas de transmission d'information au sens classique. Les deux particules restent parties d'un seul système quantique, décrit par une seule fonction d'onde, quelle que soit la distance entre elles. Quand vous mesurez une particule, vous effondrez la fonction d'onde de tout le système, y compris la deuxième particule. Einstein détestait cette idée. En 1935, il a publié avec Boris Podolsky et Nathan Rosen un article célèbre connu sous le nom de paradoxe EPR d'après les initiales de leur nom. Einstein affirmait que la mécanique quantique devait être une théorie incomplète. Si deux particules peuvent s'influencer instantanément à n'importe quelle distance, cela signifierait qu'elles échangent d'une manière ou d'une autre de l'information plus vite que la lumière, ce qui contredit sa théorie de la relativité. Par conséquent, raisonnait Einstein, il doit exister des variables cachées, une information supplémentaire que la mécanique quantique ne prend pas en compte, qui détermine le résultat de la mesure à l'avance. Les particules ne sont pas en superposition, elles ont des propriétés définies dès le début. Nous ne connaissons simplement pas ces propriétés avant la mesure. Ce point de vue est connu sous le nom de réalisme local. La réalité existe objectivement indépendamment de l'observation, et les influences ne peuvent pas se propager plus vite que la vitesse de la lumière. Les débats entre Einstein et les partisans de la mécanique quantique, en particulier Niels Bohr, ont duré des décennies. C'était une bataille de titans, un affrontement entre deux philosophies fondamentalement différentes sur la nature de la réalité. Et pendant de nombreuses années, il semblait que la question resterait purement philosophique, impossible à vérifier expérimentalement. Mais en 1964, le physicien irlandais John Bell a fait une percée. Il a dérivé une inégalité mathématique, maintenant connue sous le nom d'inégalité de Bell, qui doit être satisfaite si le réalisme local est alors correct. Si la mécanique quantique est juste et l'intrication réelle, cette inégalité doit être violée. Pour la première fois, il y avait un moyen de distinguer expérimentalement ces deux visions du monde. Et quand les expériences ont finalement été réalisées dans les années 70 et 80, le résultat a été sans équivoque. L'inégalité de Bell est violée. Le réalisme local s'est révélé faux. L'intrication quantique est réelle. Que cela signifie-t-il pour notre compréhension de la réalité? Cela signifie que nous devons abandonner l'une des deux idées fondamentales, soit le réalisme. L'idée que les particules
ont des propriétés définies, indépendamment de la mesure, soit la localité. L'idée que les influences ne peuvent pas se propager plus vite que la lumière. La plupart des physiciens ont choisi d'abandonner le réalisme. Les particules quantiques n'ont pas de propriétés définies avant la mesure. Elles existent en superposition de toutes les valeurs possibles. Et cette superposition s'effondre seulement au moment de l'observation. Mais les particules intriquées sont liées à un niveau si profond que la mesure de l'une influence instantanément l'autre, quelle que soit la distance. Cela ne viole pas la théorie de la relativité. Parce que vous ne pouvez pas utiliser ce phénomène pour transmettre de l'information plus vite que la lumière. Les résultats des mesures sont aléatoires et ce n'est que quand vous comparez les résultats des mesures des deux particules que vous voyez la corrélation. Mais cette corrélation en elle-même ne vous permet pas d'envoyer un message. Considérons un exemple concret pour comprendre à quel point cela est étrange. Imaginez deux scientifiques, Alice et Bob, séparés par une distance d'une année-lumière. Chacun a une particule d'une paire intriquée. Alice mesure le spin de sa particule le long de l'axe vertical et obtient spin vers le haut. Au même moment, la particule de Bob adopte la valeur spin vers le bas, même si la lumière d'Alice ne parviendra à Bob qu'un an plus tard. Mais voici ce qui est surprenant. Si Bob choisit de mesurer le spin de sa particule, non pas le long de l'axe vertical, mais, disons, à un angle de 45 degrés, les résultats seront quand même corrélés, mais différemment. La corrélation dépend de l'orientation mutuelle des instruments de mesure d'Alice et de Bob. Comment la particule de Bob peut-elle savoir sous quel angle Alice a décidé de faire sa mesure et ajuster sa réponse en conséquence s'il n'y a aucune connexion entre eux? La réponse est que les particules intriquées ne sont pas des objets indépendants. Elles font partie d'un seul système quantique non local. L'espace entre elles ne les sépare pas au niveau quantique. Quand Alice effectue une mesure, elle ne découvre pas simplement les propriétés de sa particule locale. Elle modifie l'état de tout le système, y compris la partie chez Bob. Ce n'est pas une interaction au sens classique, pas une force agissant à travers l'espace, mais une manifestation de la non-localité fondamentale du monde quantique. Les particules peuvent être séparées par des années-lumière, mais du point de vue de la mécanique quantique, elles se comportent toujours comme une seule entité, n'interagissant pas avec l'espace intermédiaire, mais liées par un état quantique abstrait qui existe au-delà de notre espace-temps habituel. Les expériences pour tester l'intrication quantique sont devenues de plus en plus sophistiquées avec le temps. En 2017, des scientifiques chinois ont démontré l'intrication entre des photons à une distance de plus de 1200 km, en utilisant un satellite pour créer et distribuer des paires intriquées. Les expériences de fermeture des brèches, réalisées ces dernières années, ont exclu toutes les explications alternatives possibles, y compris les versions les plus sophistiquées des variables cachées locales. Chaque nouvelle expérience ne fait que confirmer la réalité étrange et contre-intuitive de l'intrication quantique. L'univers est vraiment non local au niveau fondamental. La séparation que nous percevons entre les objets dans l'espace est une illusion qui n'émerge que dans l'approximation classique. Au niveau quantique, tout est potentiellement lié à tout le reste par un réseau subtil d'intrication. Et cette intrication n'est pas une anomalie exotique rare. Elle est omniprésente. Chaque particule qui a déjà interagi avec une autre particule est potentiellement intriquée avec elle. Les photons de la lumière solaire qui atteignent vos yeux sont intriqués avec les atomes dans les profondeurs du Soleil, où ils sont nés il y a 8 minutes. Les électrons de votre corps, qui ont autrefois fait partie d'autres atomes, d'autres molécules, d'autres organismes, peuvent conserver une faible intrication avec leurs anciens partenaires. Tout l'univers est un grand réseau de corrélations quantiques où chaque particule est liée à un nombre incalculable d'autres par des fils invisibles d'intrication. Bien sûr, dans la plupart des cas, la décohérence détruit rapidement ces corrélations. L'interaction avec l'environnement intrique le système avec un si grand nombre de degrés de liberté qu'il devient pratiquement impossible d'extraire l'information initiale.
mais en principe, les connexions existent. L'intrication quantique est aussi à la base de plusieurs technologies révolutionnaires en cours de développement. La cryptographie quantique utilise des photons intriqués pour créer des canaux de communication absolument sécurisés. Si quelqu'un essaie d'intercepter le message, cela perturbe inévitablement l'intrication et les utilisateurs légitimes détectent immédiatement l'intrusion. La téléportation quantique, pas la transmission instantanée de matière comme dans la science-fiction, mais un protocole quantique réel, permet de transmettre l'état quantique d'une particule à distance en utilisant l'intrication et une communication classique. L'état est détruit au point de départ et recréé au point d'arrivée. Ce n'est pas la transmission de la particule elle-même, mais de l'information sur son état quantique. Mais c'est quand même une réalisation étonnante qui a des applications pratiques dans les ordinateurs quantiques et les réseaux quantiques. Les ordinateurs quantiques dépendent aussi de manière critique de l'intrication pour atteindre un avantage quantique sur les ordinateurs classiques. Les qubits dans un ordinateur quantique doivent être non seulement en superposition, mais aussi intriqués les uns avec les autres, créant un état quantique multipartite complexe. C'est cette intrication qui permet à l'ordinateur quantique d'explorer un espace immense de possibilités en parallèle. Plus il y a de qubits intriqués ensemble, plus l'ordinateur quantique devient puissant. Mais maintenir une intrication multipartite est incroyablement difficile. Toute interaction avec l'environnement détruit les corrélations quantiques fragiles. C'est pourquoi la création d'ordinateurs quantiques évolutifs reste l'un des plus grands défis techniques de notre époque. Mais les progrès sont impressionnants et de nombreux experts pensent de ce que, dans les prochaines décennies, nous verrons des ordinateurs quantiques capables de résoudre des problèmes inaccessibles même aux superordinateurs classiques les plus puissants. Parlons maintenant des conséquences philosophiques plus profondes de l'intrication. Si deux particules peuvent être liées indépendamment de la distance entre elles, que cela nous dit-il sur la nature de l'espace et du temps? La physique classique nous a appris que l'espace est l'arène où se déroulent les processus physiques, et le temps un paramètre le long duquel la causalité se déroule. Mais l'intrication quantique suggère que l'espace et le temps ne sont pas aussi fondamentaux que nous le pensions. Au niveau le plus profond, la réalité est organisée non pas en termes de position dans l'espace et de moment dans le temps, mais en termes de corrélation quantique et d'intrication. Certains physiciens théoriciens suggèrent même que l'espace-temps lui-même pourrait émerger d'une structure quantique plus fondamentale, un réseau d'intrication entre des degrés de liberté élémentaire. C'est une idée radicale, mais elle trouve un soutien dans les développements modernes de la physique théorique. Les recherches en gravité quantique et en théorie des cordes suggèrent que la géométrie de l'espace pourrait être codée dans des motifs d'intrication d'état quantique. Si c'est le cas, alors ce que nous percevons comme la distance entre les objets est en réalité une mesure de la faiblesse de l'intrication de leurs états quantiques. Les objets proches sont fortement intriqués, les objets lointains faiblement intriqués. L'espace lui-même émerge comme un phénomène émergeant d'une réalité quantique plus fondamentale. Cela signifierait que la séparativité que nous ressentons, la distance entre nous et les autres, entre la Terre et les étoiles, entre le passé et le futur, est la manifestation d'une connectivité quantique profonde qui unit tout dans un seul réseau d'êtres. Réfléchissez à la profondeur de cette révélation. Vous n'êtes pas une entité isolée flottant dans un espace vide. Au niveau quantique, vous êtes intriqué avec votre environnement, avec l'air que vous respirez, avec la terre sur laquelle vous marchez, avec la lumière des étoiles qui atteint vos yeux. Chaque interaction crée de nouveaux fils d'intrication, vous liant à un réseau de plus en plus large de la réalité. Si certains théoriciens ont raison, ce réseau d'intrication ne lie pas simplement des objets existants, il crée la trame même de l'espace et du temps dans lesquels ces objets existent. Vous n'êtes pas un objet dans l'espace. Vous êtes un nœud dans un réseau d'intrication, un point de concentration de corrélation quantique, un épaississement temporaire dans l'océan des possibilités. Votre séparativité du reste de l'univers
est une illusion, émergeant de la décohérence, de la destruction des liens quantiques subtils par de fortes interactions avec l'environnement. Et voici la question la plus profonde. Si tout dans l'univers est potentiellement intriqué avec tout le reste, si les corrélations quantiques s'étendent à travers des distances cosmiques, liant les particules plus vite que la lumière, que cela signifie-t-il pour notre place dans l'univers? Peut-être que la conscience elle-même est une forme de corrélation quantique, un motif d'intrication entre les neurones du cerveau, qui crée une expérience unifiée à partir de milliards de processus cellulaires séparés. Peut-être que le moment de conscience est l'effondrement d'une superposition intriquée de pensées possibles en une pensée précise. Peut-être que notre sentiment de connexion avec les autres, l'empathie, l'amour, la communauté, ne sont pas simplement des constructions psychologiques, mais le reflet d'une connectivité quantique réelle qui unit tous les êtres conscients dans un seul champ d'expérience. Ces idées restent spéculatives pour l'instant, mais l'intrication quantique nous enseigne que l'univers est beaucoup plus connecté, beaucoup plus unifié que ne le suggère notre expérience quotidienne de séparativité et d'isolement. Et si je vous disais que le vide n'est pas vide, que le vide, que vous imaginez comme un néant absolu, est en réalité en ébullition d'activités invisibles, bouillonnant d'énergie, créant et détruisant des particules à chaque instant. La physique classique nous a appris que le vide est simplement l'absence de tout. Absence de matière, absence d'énergie, absence de mouvement. Mais la mécanique quantique nous révèle une vérité choquante. L'endroit le plus vide de l'univers est l'un des aspects les plus actifs et mystérieux de la réalité. Bienvenue dans le monde du vide quantique, où le rien se transforme en quelque chose et retourne au rien des trillions de fois par seconde, où des particules fantomatiques scintillent au bord de l'existence, où la trame même de l'espace pulse d'une énergie cachée qui pourrait être la force la plus fondamentale de l'univers. Pour comprendre à quel point cela est ce révolutionnaire, rappelons d'abord la conception classique du vide. Si vous prenez un conteneur et en pompez tout l'air, toutes les molécules, tous les atomes, jusqu'à ce qu'il ne reste absolument rien, vous obtenez un vide parfait. Dans cet espace, il n'y a pas de matière, pas de chaleur, pas de rayonnement. La température est le zéro absolu. L'énergie est nulle. Rien ne se produit. C'est un état mort, figé, l'absence totale de tout. Du moins, c'est ce que pensaient les physiciens avant l'apparition de la mécanique quantique. Mais le principe d'incertitude de Heisenberg détruit cette image confortable. Vous vous souvenez de ce principe? Il affirme qu'il est impossible de connaître simultanément, avec précision, la position et l'impulsion d'une particule, l'énergie et le temps. Plus nous connaissons précisément l'une, plus l'autre devient incertaine. Appliquons maintenant ce principe à l'espace vide. Si le vide a vraiment une énergie exactement nulle à tout moment, cela signifierait que nous connaissons avec précision à la fois l'énergie et le temps. Mais le principe d'incertitude l'interdit catégoriquement. Il doit y avoir une incertitude dans l'énergie du vide, une fluctuation, un petit écart par rapport à zéro qui existe pendant un temps très court. Plus l'intervalle de temps est court, plus cette fluctuation d'énergie peut être grande. Et voici ce qui se produit. Le vide emprunte constamment de l'énergie de nulle part, créant des paires de particules et d'antiparticules qui existent un instant, puis s'annihilent mutuellement, rendant l'énergie. Ces entités temporaires sont appelées particules virtuelles et elles remplissent chaque point de l'espace, rendant le vide incroyablement actif et dynamique. Imaginez la surface d'un océan calme. De loin, elle semble lisse et immobile, mais approchez-vous et vous verrez qu'elle n'est jamais parfaitement plate. Des petites vagues apparaissent constamment, de la mousse, des gouttes d'eau sautent et retombent. Le vide quantique ressemble à cet océan, mais 1 million de fois plus actif, à chaque point de l'espace. Même dans la région la plus vide du cosmos, des paires de particules virtuelles naissent et disparaissent constamment. Un électron et un positon scintillent dans l'existence, existent une fraction de seconde, puis se rencontrent et s'annihilent.
Une paire de photons se manifeste de rien, interagit avec elle-même et disparaît. Des quarks et des antiquarks, des gluons, toutes les particules fondamentales naissent et meurent constamment dans cette mer bouillonnante de fluctuations quantiques. Le vide n'est pas vide. Il est rempli d'activités fantomatiques, d'une danse invisible de création et de destruction. Mais attendez, pourriez-vous demander si ces particules sont virtuelles, si elles n'existent qu'un instant et ne peuvent jamais être détectées directement? Comment pouvons-nous être sûrs qu'elles sont réelles? Peut-être que c'est juste une abstraction mathématique, un moyen pratique de faire des calculs, mais qui ne reflète pas la réalité physique. Cette question a hanté les physiciens pendant des décennies, jusqu'à ce qu'en 1948, le physicien néerlandais Hendrik Casimir prédise un effet étonnant qui pourrait prouver la réalité du vide quantique. Imaginez deux plaques métalliques parfaitement plates, placées parallèlement l'une à l'autre, à une très petite distance dans le vide. La physique classique prédit qu'il ne devrait y avoir aucune force entre elles, car il n'y a rien là. Mais Casimir a montré que les particules virtuelles du vide quantique créent une force mesurable d'attraction entre les plaques. Comment cela fonctionne-t-il? Les photons virtuels qui apparaissent et disparaissent constamment dans le vide ont différentes longueurs d'onde. À l'extérieur des plaques, dans l'espace ouvert, des photons virtuels de n'importe quelle longueur d'onde peuvent apparaître. Mais entre les plaques, seuls les photons virtuels, dont la longueur d'onde est un multiple de la distance entre les plaques, peuvent exister, comme pour une corde de guitare qui ne peut produire que certaines notes. Cela signifie qu'entre les plaques, il y a moins de particules virtuelles qu'à l'extérieur. La différence de densité de particules virtuelles crée une pression physique réelle, poussant les plaques l'une vers l'autre. Cet effet, appelé effet Casimir, a été confirmé expérimentalement dans les années 90 du 20e siècle avec une précision incroyable. Le vide exerce vraiment une force mesurable sur les objets matériels. Réfléchissez un instant à la signification de cette